Non, les Meldoniens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle et avant-dernière fois pour une analyse du dernier épisode de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, à savoir l'épisode 7. Mais avant ça, j'ai quelques petites annonces à vous faire, notamment, viens là. C'est sérieux là, tu vas faire ça comme Oui, ça? notamment, voilà. Est-ce que vous voyez ça? Je crois que ceux qui étaient sur Twitch étaient au courant, sur les autres réseaux, j'en ai pas trop parlé, mais voilà. Mais pourquoi comment ça ils étaient au courant? Non, parce que sur Twitch, j'en parlais, moi. j'en parlais, hein, voilà. Donc, ma chérie et moi sommes fiancés. C'est trop bizarre. C'est encore trop bizarre. Je suis désolée, Voilà. hein, c'est trop bizarre. Oui, bah, il se casse la gueule, c'est chiant. Donc, nous sommes officiellement, voilà, nous sommes fiancés, ma chérie et moi. Remets-les correctement. Ah oui, je vais la remettre correctement, tes stabilos pourris. Donc nous sommes fiancés. Voilà, c'était la petite annonce d'abord pour dire que voilà, nous sommes fiancés et voilà. Et je pars au travail. Et voilà, Allez, des bisous, et elle hein. part au travail. Exactement. Fais bisous et elle part au travail. Donc voilà, c'est la petite annonce avant de commencer. Avant de commencer l'analyse aussi, je voudrais vous montrer les 2-3 livres que j'ai achetés concernant. Je t'aime. Je t'aime aussi. Concernant du coup les petits chats. Concernant l'univers, parce que je suis allé à la Fnac, hein, du coup, malgré ma jambe, ça te fait chier, mais bon, il y avait un bouquin que je devais absolument acheter à la base. Le médecin il t'a dit qu'il fallait que tu marches un peu pour pas te bloquer la jambe. Ouais, aussi. Donc quelques bouquins je me suis acheté. À ce soir, je t'aime. Je pleure de joie pour toi. C'est gentil. Du coup, je me suis acheté ceci. À l'ouest des montagnes et à l'est de la mer, les cartes du Beleriand de J.R.R. Tolkien. Vous savez, c'est la petite édition des cartes de la Terre du Milieu qu'ils avaient refait avec les tomes rouges et verts. Bah, attendez. Donc là, c'est le bleu avec la carte du Beleriand que je me suis acheté. Il y avait deux autres éditions qu'ils avaient refaites aussi. Des éditions de Aller-Retour et La Route Poursuite sans fin machin. Enfin bref, Seigneur des Anneaux et Hobbit. Ils avaient fait ces éditions-là qui sont très sympas. Et celle-ci avec une très belle petite carte du Beleriand que je vous montrerai plus tard parce que c'est pas le but non plus de la vidéo. Je me suis acheté aussi du coup les étymologies des J.R.R. Tolkien pour en apprendre plus sur comment il a travaillé ses langues, comment on prononce certains termes. Enfin voilà, on trouvera dans ce dictionnaire étymologique elfique l'explication de nombreux noms et le point de départ de bien des récits imaginés par Tolkien. Les étymologies permettent de suivre l'évolution d'une langue vivante dont la création est accompagnée et guidée la naissance du Seigneur des Anneaux et de la Terre du Milieu. Bref, petit bouquin que je vous conseille vraiment, j'ai commencé à le feuilleter un peu, il est très intéressant. Mais surtout, le gros truc que je voulais et qui est sorti la semaine dernière, lui, la grosse édition illustrée des contes et légendes inachevés, traduction de Tina Jolas, révisée par Pauline Loquin, avec des illustrations de Alan Lee, John Howe et Ted Nasmith. Il est magnifique. J'ai pas encore commencé à le lire, mais j'ai feuilleté un peu pour voir les différentes illustrations uniques qu'on n'a jamais vues. Parce qu'il y a beaucoup d'illustrations qui sont vraiment uniques, qui sont, c'est des exclus quoi, des exclus, genre ça. Je sais pas trop à quoi ça correspond cette scène-là, mais bon, en le lisant, je le saurais. Voilà. Par exemple. Donc des exclus assez importantes. Merci pour pour vos félicitations les gens pour le mariage. Enfin pour le mariage, pour les fiançailles. merci. Ah, et aussi, petite chose encore. Concernant les merdes, alors ça a coupé. Pourquoi ça a coupé cette merde? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le live? Pourquoi ça a coupé? Oh non? Quoi? Attends. Bah non, tu vas être dans la... Bah qu'est-ce qui se passe? Non mais les Meldoniens, j'ai quelques petites... Nous sommes... Elle part au travail. Bon, et bah tant pis, hein. Voilà, ça a coupé au milieu. J'adore ma vie. Et bah je reprendrai le live depuis... Je reprendrai la vidéo depuis le stream. Fait chier. Ouais, c'est cassé, il y a un truc qui cloche dans le schmilblick. Tant pis, bon, on va continuer malgré tout, hein, je reprendrai la rediff directement sur la chaîne Twitch.
sur la chaîne Twitch, ce qui signifie qu'il va falloir que je fasse du montage. J'adore ma vie, j'ai pas envie de faire de montage, tant pis. Donc du coup, on va commencer aussi l'analyse, bien entendu, de l'épisode 7. Juste avant aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, à partager mon analyse si elle vous a plu, si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à faire ça. Et aussi, concernant la série, je rappelle qu'on a, ça c'est trop loin, que j'ai un serveur Discord, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on a un serveur Discord, et dont un channel spécialement réservé au spoil. Donc si vous voulez discuter des anneaux de pouvoir, mettez ça là-dedans, hein, pour en débattre tout le temps. On a le channel spoil sur le Discord, et aussi le channel anneaux de pouvoir pour les annonces un peu plus importantes, pas trop spoil tout ça. Et surtout, concernant les épisodes, si vous avez des screenshots, des images de la série, tout ça, n'hésitez surtout pas à les partager dedans. Ça pourra me resservir moi pour les analyses, et pour analyser moi de mon côté aussi le bordel, on va dire. Alors on est parti, on va commencer, non pas de partie no spoil, hein, rien à foutre, tant pis, on avance, on passe directement à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, ça fait quand même 3 jours qu'il est sorti, mais bon tant pis, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, partez, si vous n'avez rien à faire d'être spoilé, partez pas, en tout cas, voilà. Alors, cet épisode 7, comment dire, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on a eu dans l'épisode 6, où ça s'accélérait quand même pas mal, et que là, ça a ralenti d'un seul coup. C'était assez particulier. Le rythme avait avancé, puis d'un seul coup, le rythme a ralenti. Enfin, bon, l'épisode 7, hein, l'épisode 7 qui s'appelle L'œil. En ce qui me concerne, je n'ai vu aucune trace d'un truc qui s'appelle L'œil dans cet épisode, mais bon, passons. On a... Comment dire, c'est plus lent que l'épisode 6. Beaucoup de personnes pensent que c'est décevant. Moi, c'est décevant au niveau encore une fois, des incohérences du récit. Encore une fois, les incohérences du récit, les incohérences scénaristiques. Que Celeborn est enfin mentionné. Hein, c'est pas comme si c'était le mari de Galadriel. Hein. On nous le mentionne en faisant comprendre que elle a aucune nouvelle de lui. Donc on sait pas. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, ils vont juste se dire qu'il est mort ou alors qu'il est parti disparu. Ils savent pas. Nous. Enfin, et même encore. Celeborn, on le voit quand même dans la communauté de l'anneau. Quand ils arrivent à Lorien, parce que c'est lui qui demande où est Gandalf, car j'aimerais parler avec lui. Et puis on le voit à la fin du Retour du Roi aussi. Bon, lui, là, il parle pas à ce moment-là, mais c'est quand ils prennent le bateau pour partir à Valinor. Donc bon, on a Galadriel qui commence à s'assagir, et ça c'est bien, je pense qu'elle s'est rendu compte que peu importe ce qu'elle faisait, ça partait en couille. Et les trois drôles de dames qui poursuivent le cul de l'homme météore, bon... L'intrigue du Mithril sauvant les elfes semble bien réelle et c'est tout bonnement affreux parce que il n'y a aucune trace de ça dans l'univers de la Terre du Milieu. Depuis quand les elfes, leur destin est lié au Mithril? Depuis quand? Surtout que ça veut dire que leur histoire à la con là, de l'elfe qui a protégé l'arbre et le Balrog qui était là pour le détruire, et qu'un éclair a créé le Mithril ensuite par rapport à ça, l'Alliance tout ça a créé le Mithril. C'est débile. Ils essaient de rattacher ça aux légendes du Silmaril, mais en fait, ça n'a aucun sens. C'est de la connerie pure et dure. Je sais pas s'ils ont fumé, les showrunners. D'ailleurs, les showrunners, là, dans une interview du Hollywood Reporter, ont avoué, et s'excusent de ça, qu'ils ont merdé. Qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes du tout, que effectivement le scénario est un peu bancal, que vous imaginez ça, des showrunners qui avouent qu'ils ont merdé. Alors, je sais que les showrunners, ils ont bien été mis en avant par J.J. Abrams, parce que sinon ils auraient pas été pris. On n'aurait pas fait appel à eux pour faire la série. Parce que c'est de nouveau, c'est des scénaristes avant tout, c'est pas des réalisateurs, c'est pas des producteurs. Donc c'est des mecs, des gars inconnus qui débarquent du jour au lendemain. Et ça se ressent dans la première saison, malgré le fait qu'effectivement ils ont eu un tournage de 18 mois, notamment dû au Covid, qui les a pas aidés non plus pour autant. Mais bon, quand même, quoi, merde. Le traitement du personnage de Myriel aussi a été particulier. Qu'est-ce qui s'est passé avec Isildur? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de nous faire avec le Isildur? Et pourquoi montrer le Balrog aussitôt aussi? Pourquoi? Hein?
On aurait pu espérer que la saison s'améliore à l'approche de la fin, mais en fait non. Hein, cet épisode ne fait que reprendre là où nous avions laissé nos personnages à la fin du 6ème. Et ensuite rien n'avance, ou bien un petit peu, mais très mal. Est-ce que l'épisode 8 parviendra-t-il donc à nous convaincre sur autant de choses sur lesquelles nous restons sceptiques, y compris l'identité de l'étranger et de Halbrand? Ça me rend... ça me rend particulièrement barge cette histoire. L'épisode est vraiment étrange. Enfin, comment dire, après cet épisode, on se questionne sur l'existence d'un plan de construction du récit, et s'il n'a pas été improvisé tellement c'est décousu. Sincèrement, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que fait la première saison du coup, hormis un remplissage inutile de scènes trop longues, trop futiles, ou à l'inverse sous-développées? Pourquoi le budget sur les décors, les effets spéciaux et l'immersion visuelle n'est pas égal à celui du casting, des scénaristes, des costumiers et des réalisateurs? Pour autant, y a-t-il autant de producteurs exécutifs? Enfin, je comprends pas. Alors moi, le casting, il y avait des choses, au début je gueulais, maintenant, bon, j'aime beaucoup les acteurs, maintenant, je pense qu'ils ont apporté un truc assez intéressant. Mais bon, je crois qu'il est temps qu'on aborde les dialogues, parce que tous les clins d'œil à l'amour, l'amitié, l'espoir, le courage, waouh, c'est trop bien, et bah non. Et bah non, ça pue la merde, et j'en ai regardé des films et des séries, et là le problème est trop grand pour ne pas être souligné. J'ai l'impression que les dialogues ne s'imbriquent pas du tout dans l'univers, et le pire, ce sont les répétitions, présentes dans chaque épisode de la série. C'est quoi ce travail, les gars? Dans l'épisode 7, j'ai dû entendre le mot gré dans chaque narratif, sans compter fardeau et d'autres encore. C'est hallucinant, je suis loin d'être un grand écrivain, mais jamais de la vie, et encore moins avec une telle œuvre, je me serais permis de bâcler mon travail à ce point. Ça m'en fout, d'autant qu'en plus à la saison 2, comme j'avais dit pour l'épisode 6, si je me souviens bien, enfin je crois que j'avais dit pour l'épisode 6, la saison 2 en plus c'est prévu pour 2024. Enfin, tant qu'on y est, pourquoi ne pas évoquer la disparition, du coup, ou présumée mort, de Celeborn? Hein? Voilà, la prétendue disparition ou apparition de Celeborn, qu'on ne voit pas du coup qu'on ne mentionne absolument pas dans la série. Hein, tell me where is me? Hein, comme les gens sur Twitter ou sur les autres réseaux s'amusent à faire. Tell me where is me? Ah, où est Celeborn? Donc Galadriel qui parle de son mari pour la première fois, une mention de Galadriel de la part de ce personnage-là. Ça te fait d'accord, mais where is me? Hein, where is me? Marie Galadriel et notamment père de leur fille Celebriane qui se marie avec Elrond normalement, rappelons-le, et qui existe déjà normalement. Et là, elle est où? Elle est où? Voilà, encore on revient sur le truc que j'avais dit la semaine dernière, que ça aurait été intéressant au niveau notamment du drame du personnage. J'en ai parlé, je crois même pour l'épisode 4 ou l'épisode 5, je sais plus, mais je crois que j'arrête pas d'en parler en fait. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir Galadriel qui, au lieu de juste ouais, je veux venger mon frère, on parle de mon frère, mais frère dont elle peut rien dire parce qu'ils ont pas les droits. Génial. Je sais pas, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir genre Celeborn et Celebriane et que genre elle veut trouver le mal absolument pour les protéger. Ce qui dans le lore est le cas. Parce que quand elle finit par ressentir le mal qui réapparaît, elle sent le mal qui se développe en Terre du Milieu. Quand ils sont là-bas, attendez, je retrouve l'article. Galadriel et Celeborn ne bougèrent plus, sinon pour quelques visites. Non, c'est pas là. Après la chute de Morgoth et la submersion du Beleriand, elle refusa l'offre des Valar qui incitait les Noldor et les Sindar à venir ou revenir en Aman par amour de Celeborn qui ne désirait pas quitter Terre du Milieu, mais aussi à cause de sa propre fierté, donc je vous mets le truc, de sa propre fierté. Aussi franchirent-ils les Eredluin, donc les montagnes bleues, et s'établirent-ils dans les collines du crépuscule, autour du lac Nénual, donc ça c'est dans la future Arnor, entouré d'une suite de Sindar et de Laïk-Wendy. Vers cette période naquit celui qui est leur fils selon certains textes, ça c'est pas sûr, Amroth.
hein, de la fameuse cité de Dol Amroth. On ignore la date de naissance de leur fille Celebrian, en tout cas on sait qu'elle est au second âge, mais Galadriel ne tarda pas à apercevoir qu'un nouveau mal s'éveillait à l'est, et elle partit donc s'établir en Eregion, où des relations amicales se nouèrent entre Noldor, notamment Celebrimbor, le petit-fils de Fëanor, et les nains de la Moria. Galadriel commença alors à s'intéresser au royaume Nandorin de Lorinand, de l'autre côté des montagnes de brume, où elle partit s'installer durant la deuxième moitié du XIVe siècle du deuxième âge, tandis que Celeborn restait en Eregion, et ne se retrouvèrent qu'après la ruine d'Eregion, au début du XVIIIe siècle, du deuxième âge, lorsque Galadriel se languir de la mer, alla retrouver son époux, et s'était installé à Imladris. Ils y vécurent ensemble un moment, avant d'aller s'installer en Belfellas, non loin de l'endroit où se dressera plus tard la cité de Dol Amroth. Avant cela, Galadriel avait reçu des mains de Celebrimbor l'un des 3 anneaux des elfes, Nenya, l'anneau de diamant. Enfin bref, après, ils vont s'établir en Lorinand, à la fin du XXe siècle du troisième âge, ce qui deviendra après la région du coup de la Lorienne. Pour vous dire. Après, certes, c'est beaucoup de détails qu'on a dans les contes des gens inachevés, qu'on a dans le Silmarillion. Normalement, j'ai souvenir qu'on avait ça aussi dans les appendices du Retour du Roi. Mais, je sais pas, ça aurait été plus intéressant que vraiment elle ait l'idée de vouloir défendre sa famille, plutôt que juste le frangin, quoi. Et c'est stupide. C'est stupide. Puis on aurait pu incorporer des personnages intéressants en plus, ça aurait fait des petites scènes, d'accord. Ça aurait fait des scènes un peu plus sympathiques, et surtout ça aurait réduit des longueurs de d'autres scènes qui servaient strictement à rien. Est-ce qu'on ne serait pas pour faire apparaître une petite romance entre un clochard des terres du sud et la plus majestueuse des elfes encore en vie sur les terres du milieu, hein, parce que clairement on a des trucs quand on les regarde, c'est pas juste une amitié qui est là. Il y a une romance, il y a un truc bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont voulu nous faire, mais il y a un truc bizarre entre les personnages. C'est dégueulasse s'ils font ça. Mais s'ils font ça, c'est encore plus chier sur l'œuvre. Et ça fait chier. Encore plus. On peut aussi parler de Tarmiriel qui perd la vue. Hein. Tarmiriel qui perd la vue. Rien de mieux pour expliquer la montée au pouvoir de Pharazôn, donc Arl Pharazôn. Tarmiriel qui perd la vue. Et qui, derrière, dit à Elendil, quand ils sont en train de se balader quand ils sont dans la forêt pour se diriger vers le campement, des Núménoréens, qui est de l'autre côté des montagnes, qui dit quand même, oui, je crois que on a passé le brouillard depuis un bon moment, madame. Ah, bah, le dites pas aux autres, il faut pas qu'ils sachent que je suis aveugle. Et qui 10 minutes plus tard, et 20 minutes plus tard dans l'épisode, et ben on la voit à la fin de l'épisode sur le bateau avec un bon gros bandeau visible de tous, parce qu'on la voit avec un bandeau déjà visible de Bronwyn, de Galadriel, Elendil. Bon, on va dire que c'est des personnages assez principaux, machin, pourquoi pas, c'est un peu les chefs. Et à la fin de l'épisode, tu la vois sur le bateau, avec les yeux bandés, tout va bien. Faut pas le dire aux autres, hein. Faut pas le dire aux autres. Allez vous faire foutre avec vos incohérences, bordel. Ouais, Tar Daredevil, exactement, la mouette, c'est Tar Daredevil. C'est aberrant, quoi. Il y a aussi l'arc narratif de Khazad-dûm qui n'a absolument servi à rien. Enfin, sans déconner. Enfin, en tout cas, on notera que l'évolution de la CGI pour faire les échelles de taille est toujours magistrale dans la série, ça c'est sûr. Mais le Mithril, encore une fois, qui va sauver les elfes, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? La discussion entre Durin 3 et Durin 4, par contre, était très intéressante parce que, bon, on comprend que la mère de Durin était quelque chose qui était une personne qui tenait énormément, qui tient vraiment à cœur dans le cœur de Durin 3. Enfin bref, ça a été sa femme, c'est celle qui a porté son fils. On apprend l'existence de 2 frères. On apprend l'existence que Durin a 2 frères. Voilà, ça aurait été sympa de les voir dans la série peut-être. Hein, histoire d'avoir un peu plus de personnages chez les nains. Parce que à part ça, on en connaît que 3. Il y en a que 3 qui parlent, hein, vraiment. Disa, Durin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, voilà. Le fait qu'ils vont récupérer, qu'ils essaient de pénétrer dans la mine de Mithril, dans les veines de Mithril, Elrond et Durin, en mode on fait ça caché, on va pas se faire repérer, puis ils se font repérer. Au lieu de carrément, moi je m'attendais à une scène du genre la feuille est en train de dépérir, il la relaisse dépérir un peu et il se dirige vers
vers Durin, et genre ils montrent, regardez, le mithril fonctionne vraiment pour les elfes, on peut les aider. Je m'attendais à ce que Durin 3 fasse une tentative ah, je trouve plus le mot. De convaincre, il tente de convaincre son père. Mais non, c'est fait un peu comme des enfants qui font ça en soum soum, ah machin et truc. Et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, j'ai pas aimé. Alors pourtant, l'arc nain me plaisait beaucoup, mais depuis qu'ils ont intégré leur histoire de Mithril qui sauve les elfes parce que le mal machin et que les elfes sont liés à son destin, qui est un non-sens absolu à l'univers préétabli et par rapport aux écrits qu'on a, les elfes on n'a rien à péter de ça. Le destin des elfes, je le rappelle, est de vivre parmi les Valar, parmi les dieux à Valinor. Ils sont immortels. Leur destin est de vivre parmi les dieux. Au bout d'un temps, certains vont rester en terre du milieu pendant des siècles avant de partir. C'est leur destin. Donc, en fait, dans l'épisode 6, on voit une légende plus ou moins. Non, c'est l'épisode 5 ou épisode 6, je sais plus. On a une légende apocryphe, enfin qui semblait être apocryphe et qui du coup devient vraie. Voilà, hein, qui devient vraie. Ni plus ni moins. C'est vérifié, c'est véridique. Le mithril les sauvera, machin. Là, tu fais putain, mais non, mais les gars, quoi. Merde, s'il vous plaît, arrêtez vos conneries, putain. Arrêtez. Arrêtez. Et de l'aveu des showrunners, c'est. Qu'ils l'ont dit, c'est. Ouais, ils le disent eux-mêmes. Ils ont merdé. Ils ont merdé sur plein de trucs. Tellement d'accord avec toi, trop d'incohérences, de manque de réel, pas de dialogue travaillé, des personnages qui se téléportent, etc. Les décors sont très beaux, mais voilà, c'est tout. Bah c'est ça, les décors sont magnifiques, mais c'est tout. Et puis surtout, le moment où Durin, il dit, scellez l'entrée, il lance la feuille, et puis il tombe, et puis on voit le Balrog en bas. Sérieusement, moi j'aurais voulu ne pas le voir, le Balrog. J'aurais voulu ne jamais voir le Balrog dans la série. Parce qu'il n'est pas censé être là. Il n'est découvert par les nains qu'au 3e âge. Qu'au 3e âge, aux aventures de l'an 2000 du 3e âge. De l'an 2000 ou de l'an 2800, je sais plus. Au 3e âge. C'est prêt, on est... Non, il est censé dormir, le machin est censé être coincé quelque part dans une caverne, très profondément. Bien après le début des recherches du mithril. Enfin, on n'est pas censé le voir. C'est une référence foireuse. Et dans cette série, et dans l'épisode, nous en ont fait plein des références encore. Hein. On a une scène où on voit... attendez, on a la scène du cheval qui est libéré par Elendil, qui fait une référence à Harrod, le cheval de Theodred, qui après va sauver... qui ensuite va sauver... Aragorn. Alors je le vois gros comme une maison que le Bérec, le cheval, il va retourner vers Tir Arad, Isildur qui est là-bas coincé sous les décombres machin, qui se fait sauver par le cheval et qui retourne. Je le vois gros comme une maison ce truc là. Pour faire une grosse référence. Donc et le cheval en plus qui est blessé juste avant, qu'on voit boiter et là il part au triple galop. Non. Maintenez une certaine logique s'il vous plaît. Le moment où on a Galadriel et Fio qui traversant la forêt pour rejoindre justement le campement des Numénoréens se retrouvent sous un arbre qui s'est cassé, un arbre écroulé et se cache avec des orques au-dessus qui les regardent, avec un orque justement qui est joué encore une fois par l'acteur qui joue le merci du follow du coup Nico. Pourquoi j'ai plus de son? J'ai la musique qui tourne pourtant, pourquoi j'ai plus de son? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, enfin c'est... Bah alors? J'ai plus de son. C'est nouveau ça. Ça fait un bon quart d'heure que j'ai du son. Mais qu'il n'y en a plus. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Ok. Pourquoi ça fonctionne plus dans le casque? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas branché au bon endroit. 1980 du 3e âge. Merci. Merci. Donc c'est peu avant l'an 2000 que le Balrog est relâché. Ok. Bah alors. La musique. Pourquoi j'ai plus rien? Encore un souci.
du casque, ça commence à me saouler. Ah voilà, là c'est bon, je vais tout entendre. Oui, et puis on a eu la référence encore une fois à nos 4 hobbits qui se planquent du Nazgûl avec le Nazgûl au-dessus. La même scène que dans la communauté de l'anneau. Sauf que là, encore une fois, l'orque qui est joué au-dessus est joué par le même acteur, c'est Jeff Brody. Donc le fameux gars qui a joué un Nazgûl, plein d'orques différents. C'est encore cool, voilà, il s'amuse à jouer plein d'orques. Donc la petite référence. La scène justement de Galadriel qui parle avec un petit rictus de Celeborn en mode je sais pas ce qu'il est devenu. Donc présumé mort. Donc pour les gens, ils vont se dire qu'il est mort. Donc je sais pas comment ils vont nous le réintégrer dans la série. Mais ils ont pas intérêt à se foirer. De toute façon pour la saison 2, les showrunners ils ont dit on va faire mieux. On doit faire mieux, il faut qu'on fasse mieux. Ils le disent de leur aveu, encore une fois, hein, la saison 1, ils se sont foirés sur beaucoup de choses. Et c'est triste hein, qu'ils s'en soient foirés à ce point-là. Cette scène-là, j'ai bien aimé l'évolution du personnage de Theo. De Theo qui tout l'épisode on nous fait croire en partie que Arundel et Bronwyn sont certainement morts, machin, parce qu'on les voit pas apparaître. Non, ils sont vivants. Il n'y a pas de tension, on n'a pas de côté vraiment dramatique, on n'arrive pas, enfin, quand tu es fan de l'univers, tu n'arrives pas à ressentir la tension, et c'est dommage. Alors que normalement, même en tant que fan, tu devrais pouvoir ressentir une certaine tension, ce que je n'ai pas ressenti du tout. Par contre, pour la première fois depuis les 2 épisodes du prologue, je n'ai pas vu le temps passer. L'épisode 7, je trouve qu'au niveau du rythme, était bien mieux fait que les autres épisodes, au niveau du rythme. Par contre, on a toujours le même problème dans cette série. Hein. C'est chant contre chant, 2 personnes qui discutent, pas plus. On n'a pas des dialogues genre entre 3 à 4 personnages. C'est discute. Ils sont jamais... je sais pas. C'est pas terrible. C'est une fanfic, honnêtement, ça serait cool de critiquer les faits du style des Numénoréens qui arrivent en un jour au village, pas les incohérences selon l'histoire de Tolkien. J'en parle de ça à chaque fois, et ça change rien au fait que la série est incohérente. T'as des drops temporels, le scénar est bancal, de toute façon. Et oui, moi je parlerai des incohérences par rapport au récit. Parce que la série elle-même se dit faire la suite des films, et tout ce bordel est adapté des bouquins. Donc oui, moi je parlerai des incohérences par rapport au récit. Parce que normalement, on n'est pas censé... même s'il y a des choses qui n'ont pas au niveau des droits, ils sont pas censés se planter pour autant. Gardez le visuel et la musique pour la saison 2, car c'est une masterclass et heureusement c'est déjà ça. Ouais, mais bon. Quoi? Ils ont rien dit, hein. Ils ont rien dit de quoi? Qu'ils avaient pas les droits? Si, ils ont les droits. Ils ont les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et pour les adaptations notamment du 2e âge à travers les appendices. Ils ont toujours eu ça. C'est les Contes des gens inachevés qui n'ont pas, c'est le Silmarillion qui ne l'ont pas. D'autant plus que la Tolkien Estate, donc encore une fois la société qui s'occupe des droits du professeur, ils les ont laissés avoir quelques petites choses. Ils les ont laissés avoir quelques petits mots, tout ça. Et rien, ils ont dit que c'était la suite préquelle des films. Oui, ils ont dit que c'était la suite préquelle des films, adaptés de l'univers du Seigneur des Anneaux, adapté de l'univers de Tolkien. Donc qui dit adaptation dit que forcément tu prends des choses. Alors oui, c'est une adaptation, oui, ils ont des libertés, mais ça change rien au fait qu'ils pourraient ne pas merder à ce point-là. Parce que foutre le Balrog au 2e âge, ça n'a aucun putain de sens, par exemple. Créer une légende de merde du soi-disant les elfes dépendent des nains pour leur destin, parce que le Mithril va changer le destin des elfes, n'a aucun putain de cohérence. Parce que ça n'a jamais eu lieu dans cet univers. D'autant plus que le Mithril est connu. Il y a du Mithril. On a trois zones de Mithril connues. On a du Mithril à Valinor, du Mithril à Númenor, du Mithril à Khazad-dûm. Les Silmarils ont été fabriqués avec du Mithril. C'est pas comme s'ils les mentionnaient pas dans la série. Ils compressent plusieurs années, en quelques saisons, ils font leur histoire sur l'univers de Tolkien. Mais ça, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de compresser. C'était pas possible de faire autrement. Donc, ils compressent l'histoire sur l'univers de Tolkien, oui, mais ça change rien au fait que t'as beau compresser, tu peux quand même faire de meilleures choses. Celeborn le faire que mentionner dans l'épisode 7 et ne pas le faire apparaître une seule seconde, alors que pourtant c'est le mari de Gadriel et qu'ils sont ensemble depuis Valinor. Alors Gadriel nous fait clairement comprendre qu'elle arrive en terre du milieu, machin avec son frère, elle perd son frère, mais c'est bien, on ne parle que de son frère dont ils n'ont pas les droits, mais Celeborn dans tout ça. Celeborn et sa fille, Celebrian qu'elle va avoir aussi.
Pareil pour Anarion. Bon, Anarion encore, on nous le mentionne. On comprend qu'il est là, machin. C'est pas un gros problème, on le verra après. Il est mort, arrête de pleurer. Celeborn n'est pas mort. Il n'est pas mort, justement. Comment tu peux... T'as vu les films? Si t'as vu les films, tu sais qu'il est pas mort. Parce qu'on le voit dans la communauté de l'anneau. C'est même lui qui fait... dites-moi où est Gandalf, car j'aimerais vraiment discuter avec lui. Il est pas mort. Donc, c'est débile. Il est juste présumé mort ou porté disparu, mais les gens qui connaissent pas l'univers vont juste se dire ah mince machin, elle l'a perdu, truc muche, et ça va développer leur empathie pour le personnage, alors que les gens qui ont lu les bouquins bah, sont juste morts de rire et juste en mode what the fuck. Voilà. Donc ça n'a aucun sens. Puis aussi, je parle aussi du fait le seul personnage blessé dans toute la catastrophe du volcan de la montagne du destin qui a pété, c'est Halbrand. Halbrand qui est blessé, apparemment il est blessé sévèrement, on voit que ça saigne encore, il va avoir une sacrée blessure, et qui après va quand même aller en Eregion avec Galadriel, enseignant, donc il a une bonne septicémie à mon avis, ils ont genre quand même un sacré chemin à faire, hein. Ça, vous voyez, une grosse incohérence, les personnages doivent se taper une distance absolument faramineuse pour aller à Valinor, pour aller en Eregion, pardon. Donc on va foutre la carte de la Terre du Milieu, hein, voilà, la carte de la Terre du Milieu de la série. Donc ils sont ici, le campement numénorien est là. Ils doivent traverser soit en passant toute la région ici, remonter ici, pour aller en Eregion là-haut. Hein, voilà. Soit ils doivent passer par là, et remonter pour aller en Eregion. Donc je pense qu'ils vont plutôt passer par là, ce serait plus logique. Mais ça fait quand même un bon mois de cheval. Le mec est blessé, il a la plaie à vif. On voit même pas des soins apportés en plus pour faire comprendre qu'il va faire le trajet. Le gars va crever en chemin, c'est pas possible, ou c'est Sauron. Hein, ça n'a aucun sens. C'est lui qui donne la dague à Aragorn qui va utiliser contre l'Urtz. Exactement, en plus, ouais. Bon, ça c'est dans la version longue surtout, mais oui. Tout comme Halbrand risque de remplacer le personnage d'Anatar dans leur série. Oui, c'est ça. Il y a des chances que ça arrive, malheureusement. Mais dans ce cas-là, si Halbrand est effectivement Sauron, Galadriel en fait est une énorme conne. On va nous la faire passer pour une énorme débile. Parce que toute sa vie dans la série, il nous faut comprendre que toute sa vie, une bonne partie de sa vie, elle a cherché Sauron, elle éradiquait, elle butait tout ça. Et que là, si vraiment Halbrand c'est Sauron, en fait, elle passe pour une grosse débile. Merci Kyuija du follow, bienvenue sur le Twitch. Et Halbrand au galop, il part au galop alors qu'il a le bit transpercé, c'est ça. Je comprends, tu compares avec les films alors que franchement ils font grave de la merde par rapport au livre. Après je kiffe les films, mais je kiffe les films aussi. J'adore le Seigneur des Anneaux, le Hobbit un peu moins. La série me plaît aussi, mais putain, mais arrêtez les incohérences. Non seulement les incohérences sont flagrantes avec les bouquins, mais c'est encore plus dingue quand tu vois la série. Ah nana, t'inquiète pas, elle va activer le nitro, ouais, c'est ça. Non mais Claire, c'est incohérent dans n'importe quelle histoire, film, bouquin, qui monte à cheval tellement blessé qu'il a besoin de soins elfiques. Oui, enfin, soins elfiques, je veux bien, mais même ça, c'est débile. À quel moment dans l'épisode, ils nous montrent que Galadriel s'occupe de lui? S'ils avaient fait une scène supplémentaire, et du coup virer des longueurs qu'il y avait dans l'épisode, pour montrer Galadriel qui genre s'occupe de lui avant de monter à cheval, ça aurait été plus logique, mais c'est pas le cas du tout. Ouais, j'avoue que la nuée ardente qui tue personne, c'est mal. Bah, on sait que c'est pas vraiment une nuée ardente. Il y a des scientifiques, machin, il y a des gens qui ont fait appel, qui ont parlé à des vrais scientifiques qui travaillent sur les volcans, tout ça, qui ont expliqué que concrètement, ils pouvaient survivre parce que c'est pas le même type d'éruption, vu que c'était une éruption vu que c'est une éruption nafréo-magmatique. Parce que c'est fait avec de la flotte, tout ça, donc c'est pas pareil, mais c'est quand même de l'eau bouillante. Et ça change rien au fait que dans l'épisode précédent, comme avait soulevé Vardamir, coucou à toi. D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne, elle est en description, le YouTube. On a des arbres qui crament littéralement à 10 mètres qui crament instantanément à 10 mètres du village, mais eux ils crament pas. Voilà, hein. Même en ignorant ce qui a été écrit au fait sur le Seigneur des Anneaux, avant le scénario et l'écriture des personnages de la série sont incohérents et invraisemblables en eux-mêmes, oui. Tu sais qui sont les trois personnages cheveux blancs à la fin? On va en parler. On va en parler. Halbrand égale Sauron, Galadriel est une grosse conne. Oui, c'est ça. Si vraiment Halbrand c'est Sauron, Galadriel est une grosse débile. Au final, tous leurs choix bizarres desservent leur propre personnage. C'est ça. Il y a plein de choix d'incohérences qui desservent les personnages. Il y a l'abondance de la saison finale, il y a l'éternel. Oui, l'abondance de la saison finale reprend tout ce qui a été fait dans les autres épisodes et rajoute des pièces supplémentaires. On en parlera à la fin. Sauron, c'est l'homme météorite. Mais même ça, on n'est pas sûr. Donc bon.
Ils ont quasiment révélé à 90% que l'homme météorite est Sauron dans la grosse bande-annonce en VO, et l'info a fuité de ouf sur les sites américains US. Ouais, on est presque sûr de qui est Sauron maintenant dans l'épisode, ça. Mais même moi, enfin presque sûr, moi non. Mais les gens apparemment oui. Mais ouais, il y a plein de trucs incohérents. Mais regardez, le campement numénorien qui est de l'autre côté des montagnes, campement que j'aurais voulu voir dans l'épisode 6. Hein, j'aurais voulu voir les Numénoréens arriver, monter leur campement. Alors, les Numénoréens montent leur campement, mais genre bien en hauteur, bien loin du fleuve, bien loin de la rivière, pour être sûr qu'ils galèrent. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, par rapport à l'incohérence déjà de l'épisode 6, qui font que les Numénoréens sont arrivés à balle, rapidement, en vitesse grand V, en TGV, même pas en TGV, en train à sustentation magnétique japonais, et même chinois, de fuck. Hein, et même 300 hommes, je suis désolé, mais 300 hommes, ça tient pas là-dedans, même 500 hommes, leur camp est tout petit, c'est ridicule. Pour 500 hommes, c'est pas beaucoup. J'aurais fait un truc peut-être légèrement plus grand encore. Enfin bref. Hello, je viens de TikTok. Mais Manu du TikTok, Flash Time. J'ai un TikTok, venez sur Twitch d'ailleurs si vous voulez. Le lien est dans la bio. Donc, le comment est intéressant, mais ça fait un peu cheap. Merci Flash Time du follow, bienvenue parmi nous. Et puis bien sûr, tout l'arc du coup des pieds velus. Qui arrive au verger où ah mince, il y a des. Alors je m'attendais à des. Quand j'ai vu les cailloux tomber du ciel, je me suis dit ah il y a un deuxième météore. Je me suis dit ah il y a un deuxième météore, on va avoir un deuxième mage, machin, un deuxième gars chelou, on va avoir les mages bleus. En fait non, c'est juste des cailloux qui tombent de la montagne du destin, qui sont arrivés jusque là. Étonnamment, c'est tombé là et tu vois les alentours, ça va. Le scénarium, ta gueule c'est magique. Donc ça, légère incohérence. Mais bon, notre météore qui va arriver, va guérir tout le verger. Alors le mec il va péter dans ce cas, il va guérir un verger entier, ok. Les pieds velus qui qui récoltent tout, machin, ils sont heureux. Nori qui se dit ah j'ai peut-être pas bien fait en prenant l'homme météorite parce qu'il y a sa conne de sœur qui avance comme ça, waouh, regarde, et puis t'as l'arbre qui a un morceau de l'arbre qui tombe sur sa tronche et elle qui est là, non, faut la sauver. Et après elle se dit, oh, j'aurais peut-être pas dû le sauver. C'est bancal au niveau scénaristique, t'y crois pas, tu dis juste, le scénario a fait, allez vas-y, va sous l'arbre, là, on va faire en sorte que Nori ait peut-être une conscience d'elle-même et qu'elle se dise, ah, j'ai peut-être fait de la merde. Non, c'est mal fait, ça a été mal fait. Et puis après dans la nuit les trois prêtresses qui débarquent, qui du coup en fait les trois prêtresses ont l'air de suivre l'homme météore à chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs, sauf que bon, dans la même scène, moi c'est l'impression que j'avais eu, que les trois prêtresses le suivent par rapport au pouvoir qu'il utilise au fur et à mesure, tout ça, et qu'elles le suivent comme ça à la trace parce qu'elles le ressentent, et que bah dans cette scène là, dans la même scène, on nous fait comprendre que bah non, en fait elles le suivent simplement, elles savent dans quelle direction il va parce qu'elles montrent du doigt dans quelle direction il va. Direction la montagne du destin. Cedric Burrows qui du coup donne le truc, encourage le gars à partir. Puis d'un moment, Nori qui est en mode non, il est parti par là. Puis hop, ils sont plus là, et puis pouf, ils apparaissent autre part. Magie, magie. Et vos idées ont du génie. Et puis après, tous les hobbies qui sont là, ouais, faites pas de mal à ma petite Nori, machin. Et puis qui sont là, elle prend la lumière de la torche, et puis tout qui crame. Ah bah chez les hobbits, fallait fermer vos gueules, hein. Bien vu Nori. Là Nori, tu peux t'en vouloir, oui, par ta faute, tout ton peuple, enfin du moins tous les pieds velus sont niqués. Et malgré ça, t'as quand même le père de Nori qui est en mode ouais mais c'est pas grave, faut pouvoir aller de l'avant, on est des hobbits quand même, on est des elfelins, hein, on est des pieds velus, on n'abandonne pas, on n'abandonne personne derrière. Alors dans l'épisode 4, ça faisait mort de rire de dire qu'ils avaient abandonné d'autres personnes. Vous savez, au moment où ils discutaient ensemble et qu'ils faisaient un peu leur petite cérémonie un peu champêtre. Et qui sont morts de rire pour dire quand même ouais mais on a abandonné des gens machin, notamment la famille de la pauvre Poppy qui tout le monde est mort, sauf que elle, il y a que elle qui est survivante. Tout va bien. Donc bon, des incohérences. Et puis au bout d'un moment Nori qui fait bon, je vais aller aider l'homme météore machin, je vais aller sauver notre ami. Puis Poppy qui fait non, je te laisserai pas y aller toute seule. Et après t'as la mère qui fait non, je te laisse pas y aller toute seule non plus. Comment ça quoi? Avant tu voulais pas l'aider. Merci Bitosex, Bitoxtv, Bitosex. Merci c'est chiant. BigTox TV. BigTox TV. Bon, Big. Merci Big du follow. Bienvenue sur le Twitch. Ça, et après, Cedric Burrows, on lui fait bon, tu pourrais peut-être les aider, parce que tu connais la région, tu machin, tu fais. On va tous crever. Et puis il s'en va avec elle. Ok. Pas très convaincante cette scène-là. C'est dommage, elle était pas vraiment très convaincante.
Après, deux mecs qui ont fait la série puis la merde, ce sont des yes men, donc tout ce que voulait Amazon, ils l'ont fait en disant que oui, et je pense même en remplaçant et détruire le scénario, ils ont rien fait avant cette série, ou alors les échecs, c'est n'importe quoi sur ce point. Alors oui, alors ils en ont parlé dans une interview du Hollywood Reporter, qu'on a parlé d'ailleurs sur le Twitch. On a parlé sur le Twitch vendredi matin, où je m'étais amusé à traduire, et effectivement, aveu des showrunners, encore une fois, hein. Je l'ai dit au début du live là, au début de la vidéo, du coup pour vous YouTube, effectivement de l'avis des showrunners, ils ont merdé. Ils ont fait beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses qu'ils veulent rectifier pour la saison 2, et voilà, ils ont avoué qu'ils avaient merdé. Donc effectivement c'est chelou, mais surtout le truc qui m'a le plus fait péter un câble dans cet épisode, alors bien sûr, l'adieu entre Elrond et Durin, c'est le seul truc qui m'a vraiment donné un peu d'émotion. Parce que ces deux personnages avec Disa, cet arc là a vraiment un intérêt, quelque chose qui me plaît beaucoup. Et le fait que Elrond va dire, on a un mot pour dire ça, et Durin qui le regarde fait Namarié, voilà, qui ne veut pas forcément dire juste adieu, mais qui veut dire en gros aller vers le bonheur, aller vers la bonté. Faut que je revérifie la traduction d'ailleurs, parce que je l'ai là, du Namarié. Mais bon, c'est la seule, disons, scène vraiment qui m'a touché un peu, qui m'a touché un minimum, disons. Mais c'est tout, quoi, c'est triste. Ouais, Namarié, c'est bonjour et au revoir en même temps. Enfin, dans notre langue, en tout cas, ça ressortirait un peu là-dessus. Mais Sam, où es-tu? C'est ça, c'est trouver Sam. Donc bon, à part ça, le fait que Durin, on comprend qu'il a été plus ou moins destitué de son rôle de prince de Khazad-dûm, parce qu'il perd son truc parce que son père lui retire, alors que pourtant là on le voit le remettre, j'ai l'impression. À moins que je sais même plus dans quel ordre était la scène. Enfin bref, incohérence sur incohérence, mais surtout le truc qui m'avait plu aussi quand même dans l'épisode, c'est l'évolution de Theo qui accepte son destin. Gadriel lui dit, au début quand même, Gadriel disait dans le premier épisode, qu'est-ce que je serais sans mon épée, et là épisode 7, elle donne son épée à Theo. Theo qui l'accepte et qui en plus se réconcilie aussi avec Arondir. Donc en fait il s'est réconcilié avec les elfes de cette façon, avec ça. Et il accepte d'être un guerrier. Il veut se battre. Mais dans le bon sens. Franchement, si la saison 2 il les remplace par Peter Jackson, ça serait incroyable. Dans tous les cas, ils ont préféré privilégier le côté wokisme interracial des personnages que sur le contexte et le scénario, donc j'y crois pas. Alors si c'est pour parler de wokisme, de trucs d'interracial machin, j'en ai rien à péter. On n'est pas là pour parler de ça nous ici. Ils ont fait des choix d'acteurs. Des gens gueulent pour ça. C'est votre problème. Personnellement, moi j'ai gueulé uniquement par rapport à la cohérence de l'univers. Parce qu'effectivement, encore une fois, je reviens, hein, un elfe noir, ça n'existe pas en terre du milieu. Ça, on le sait. Alors, ils auraient pu faire un truc arrondir à un père ou une mère humaine, dans ce cas noir ou métis, et du coup, ça aurait pu faire un truc beaucoup plus dramatique au niveau du personnage pour expliquer sa relation avec les hommes. Ce qui aurait été vachement mieux. La reine Disa qui est noire, et du coup, est la seule noire qu'on a vue dans les nains. Effectivement, ça a été un choix scénario, ça a été un choix pour les showrunners, ça se sent. Merci Arcanades du follow. Effectivement, là, dans toute la série pour l'instant, on n'a pas vu une seule autre naine ou nain noir. Donc, incohérence, effectivement, dans la série elle-même. Ce qui est dommage, c'est pareil chez les elfes, on n'a pas vu d'elfes métissés plus. On voit des typés un peu latins, mais métissés plus, non. Donc oui, la série a fait des incohérences. Oui, on sait que la série a très bien respecté un cahier des charges maintenant, d'inclusivité, tout le bordel. Ça n'empêche pas que la série, je l'ai quand même appréciée et que certains acteurs m'ont plu. Moi, je m'en fous qu'ils soient noirs, métis, acteurs, le but étant de montrer des idéaux pilotiques modernes alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ok, bon, ça, c'est un autre problème. Mais le gros truc vraiment qui m'a fait chier dans cet épisode, c'est la fin. Sans déconner, j'étais mort de rire quand j'ai vu cette scène-là. Le Southlands et enfin vraiment le truc du, on passe de les terres du sud à le Mordor. Ce changement était nul. C'était nul, sans déconner. Alors je comprends que pour les gens qui connaissent pas l'univers, tout ça, ça faisait peut-être classe ou je sais pas, c'était sympa parce que pour eux ça leur parlait. Mais tel que ça a été amené, c'est de la merde. Ça a été mal amené. Je suis pas sûr à propos des nains, je crois qu'on la voit lors du combat de pierre. Non, on n'en voit pas, j'en ai pas vu. J'ai pas vu de nains noirs. Des nains recouverts de terre, de souffle, ce genre de trucs, ouais. Mais nains noirs purs et durs, il y en a pas. Donc ça, c'est un quota qui a été fait. Donc ça, c'est un problème que la série a mis en place, machin. C'est dommage, j'aurais préféré qu'ils poussent le truc à fond. Donc Disa est une princesse naine noire, ok. Pourquoi on voit pas d'autres nains noirs?
Moi, c'est ça la question que je veux comprendre. Incohérence. Pourquoi on voit pas d'autres nains noirs, par exemple? Pourquoi on voit pas d'autres elfes noirs? Moi, je ne demande qu'une cohérence dans l'univers. Et même au niveau de ça, ils ont pas été foutus de le faire. Alors pourtant, c'est pas compliqué. Tu veux des acteurs noirs, bah, mais en plus. Lâche-toi. Pousse le truc. Et là, en fait, non. Et du coup, ça va faire un truc qui va favoriser les connards qui parlent de wokisme, d'inclusivité, machin, qui sont racistes comme c'est pas permis. Enfin, non, pas racistes. Xénophobes. Parce que le racisme n'existe pas entre humains. Il y a qu'une seule race humaine. Xénophobes. Ça, c'est la peur de l'étranger. À partir du moment où t'as peur d'un noir, c'est que t'as peur de l'étranger. C'est une personne étrangère à toi, parce que t'es pas habitué à elle. Enfin bref. Message du respect, je reste en vacances à la montagne. Mais voilà, ça c'est un problème. Et cette fin d'épisode, mais j'étais mort de rire. Avec ma chérie, on a vu la scène, mais on a explosé de rire. Sans déconner, on a explosé de rire. Moi, je vais vous dire ce que j'aurais voulu comme scène, personnellement. J'aurais voulu que quand le Waldreg, il demande à Hadar comment allons-nous appeler cette terre, qui genre, ils disent en langue commune le pays noir, et qu'ensuite ils réfléchissent et disent Mordor en Sindarin, qui veut dire pays noir. Moi, j'aurais voulu avoir plutôt cet aspect-là. Et vraiment, on a la tête Hadar qui s'assoit. Alors, ok, on voit Hadar assis avec la vue au loin. On l'entend dire du coup pays noir. Et au moment où il dit pays noir, t'as le truc qui change. Et ensuite, léger fondu sur lui. Non, Mordor. Et tu vois le truc Mordor qui change en même temps que l'image Southlands ici se change en Mordor. Et tu finis avec ce plan-là. Ça aurait été largement plus dramatique et plus fort au niveau du changement de nom que juste Southlands, Mordor. Parce que là, c'était nanardesque. C'était nanardesque et c'est dommage. Donc bon, dans la série, on verra la chute de Khazad-dûm. Bah, vu qu'il y a le Balrog, on risque de voir la chute de Khazad-dûm. Hein? Pourquoi pas? Après tout, vu qu'ils ont l'air de faire en sorte que le lore, on s'en fout. Vu que le lore, ils sont en mode, ouais, vas-y, on se lâche. De toute façon, cela reste une adaptation très, voire trop libre. Le plus cohérent aurait été d'avoir tous les elfes qui sont avec Alandir, soit tous noirs ou métis, vu qu'ils sont dans le sud. Mais même ça, parce que même ça n'a pas été possible par rapport au lore. Parce que les elfes n'évoluent pas à la vitesse des humains. Parce que les elfes sont immortels. Moi, j'aurais préféré qu'Alandir soit un demi-elfe. À la manière d'Elrond, de Elros, ça, j'aurais préféré que ce soit un demi-elfe, moi. Genre, ça aurait été plus intéressant pour le personnage. Non, mais vous ragez pour un texte de 5 secondes, c'est lunaire. C'est fou, ça c'est l'argument qu'on sort régulièrement en ce moment. Qu'on sort à chaque fois, là, tous les gens, ils sont ah, vous ragez pour un texte de 5 secondes, c'est lunaire. Bah oui, parce que c'est mal amené, c'est mal adapté. Voilà pourquoi on râle. Ça aurait été bien mieux fait, ça aurait été beaucoup mieux fait s'ils avaient fait une meilleure scène. La scène est bâclée, donc oui on râle pour ça, parce que la scène est bâclée, parce que c'est mal fichu, parce qu'on nous fait quand même apparaître un des lieux les plus mythiques de l'univers de la Terre du Milieu, qui est le Mordor, le pays du mal, le pays où Sauron va créer ses armées, le pays où l'anneau unique sera créé, le pays où l'anneau unique sera arraché du doigt de Sauron, le pays où l'anneau unique sera détruit. Donc oui, ça a une symbolique énorme. Et là, la symbolique est gâchée par un encadré foireux. Donc oui, on râle. Oui, mais ça gâche pas l'épisode. Non, mais viens sur Twitch qu'on en discute. Tu verras mes rediffusions sur YouTube. L'épisode, il n'y a pas que ça qui cloche. Il n'y a pas juste ce truc là. Ça, c'est juste le cliffhanger de fin qui met la cerise sur le gâteau. Mais tout le reste de l'épisode, de toute façon, on en a parlé. Voilà, il y a plein d'incohérences, plein de trucs qui clochent. C'est dommage. L'écriture est chiante. Alors que pourtant, je me suis même pas fait chier dans cet épisode. Parce que c'était mieux fait, c'était mieux géré au niveau de la réalisation. Mais malgré ça, des tas d'incohérences. Encore des tas de trucs qui n'ont aucun putain de sens. Et encore une fois, de l'aveu des showrunners, ils se sont foirés pour cette saison. Et ils le disent eux-mêmes. C'est un peu le cœur de l'univers, le Mordor, quoi. C'est ça. C'est un peu le cœur. Le Mordor, c'est le cœur du deuxième âge et du troisième âge. Le mal vient de là. Sauron s'y établit. Donc oui, c'est problématique. Après, à propos du Balrog, il n'y a pas une guerre contre lui pendant plusieurs années, pendant qu'il fuit, car il n'arrivait pas à se défendre. Non, il n'y a pas une guerre, mais disons que le Balrog, en fait, au fur et à mesure pendant les 2 années, en fait, il va buter Durin. C'est Durin 5 qui va être tué. Pour ça qu'on l'appellera le fléau de Durin. Et après, c'est le fils de Durin qui est Nain 2, je crois. Ou Nain 1er, qui se fera tuer ensuite par le Balrog. Et en fait, la première fois, les nains vont quitter les profondeurs et vont se regrouper en hauteur. Et en fait, le Balrog va grimper, les orques vont se rameuter aussi au fur et à mesure. Et du coup, les nains vont fuir Khazad-dûm.
Si l'inscription du Mordor était le seul problème, on ouvrirait le champagne. Ouais, c'est ça. Si l'inscription du Mordor était le seul problème, on ouvrirait le champagne, exactement. Bon, on va parler vite fait des théories, vu que l'épisode 8 nous a mis en avant toute la série qui s'est déroulée avant, plus des nouvelles scènes. Notamment, on a les trois drôles de dames qui disent à vous, car vous serez connu en tant que Lord Sauron, et on comprend qu'ils se battent contre le météore. Et étant donné qu'elles ont l'air de parler qu'à ce personnage-là, vu que Halbrand il a le bout du monde, est-ce que le météore est Sauron? Et dans ce cas-là, le météore a juste zappé qui il était. Non, c'est Durin 4 et pas. Non, Durin 4. Non, Durin 5. Quoi? Le Balrog va causer quoi pour la suite? Il a rien à causer puisqu'il est pas censé être là, le Balrog, déjà, pour commencer. Et si le Balrog il l'utilise, et ben il va causer la chute de Khazad-dûm. Voilà ce qu'il va faire. Donc, de base, il a rien à foutre là, de toute façon. C'est au troisième âge qu'il fait tout ce bordel, pas au second. Ah, mon chat. Donc, moi je pense qu'effectivement, les trois noirs elles doivent discuter avec l'homme météore, comme mon avis, il a dû perdre complètement la mémoire, et du coup, va se rappeler qu'il est Sauron, parce que les trois noirs vont s'occuper de lui. Non, Durin 6, non, Durin 5, quoi. Donc en vrai, aucune idée de ce qui sont les trois dames maléfiques. Non, à part peut-être des espèces de cultistes de Morgoth, c'est le seul truc que je vois de cohérent. Mais plus on avance, plus je me rends compte qu'en fait, c'est encore une fois des personnages qui ont été créés comme ça dans la série. Ils ont aucun rapport avec l'univers préétabli. Encore une fois, des personnages qui sont là, mais on sait pas à quoi ils servent, voilà. À part peut-être, effectivement, ils vont faire un combat avec l'homme météore, je pense, dans l'épisode 8, et qui va se révéler en tant que Sauron. Va savoir, vu qu'il va se diriger au Mordor. Donc ça paraît bizarre. Les mages bleus, non, j'ai abandonné l'idée. Pour moi, c'est pas les mages bleus. Enfin, non, elles ont rien à voir avec des mages. Rien à voir avec des mages. Le météore, c'est pas Gandalf. Bah, moi, j'avais une théorie comme quoi c'était peut-être un mage. Voilà. Et que les trois gonzesses étaient là pour le détruire avant que Sauron revienne, machin. Donc, non. On a Nori qui a l'air de se faire contrôler par ces femmes-là. Parce que dans les teasers, on voit Nori qui a un changement d'œil drastique. Limite, elle est possédée. Celebrimbor qui nous parle du création d'un nouveau pouvoir et on voit une espèce de forge en position. Est-ce que c'est la création d'un anneau ou pas? On n'en sait rien. On comprend qu'il y a une explosion dans l'espèce de forge dans les teasers qu'ils nous ont montré. Galadriel qui a l'air de se battre contre quelqu'un encore une fois parce qu'elle est dans l'eau avec sa dague, elle se relève. Se battre contre qui est une bonne question. Halbrand peut-être, va savoir. Donc bon, c'est bordélique. L'épisode 7 se mélange encore plus qu'avant. C'est triste. Qu'est-ce que j'ai pu oublier Et puis Velu qui se font attaquer par Eminem à l'apparition du fléau de Durin. Et l'apparition du fléau de Durin dans les profondeurs des monts brumeux. C'est tellement... Ouais, ça, c'est un épisode qui fait vraiment... Un épisode qui tend vraiment vers le fanservice. Encore plus quand on refuse l'aide de Peter Jackson pour ne pas lui ressembler. Et qu'on copie ensuite absolument tout ce qu'il a créé. Voilà. Malheureusement, c'est un épisode qui, au niveau de son scénario, m'a déplu au plus haut point. Alors, préparez-vous quand même à du grand spectacle pour le dernier épisode, histoire de nous faire saliver pendant 2 ans. Hein. Enfin, moi j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose de mieux pour le dernier épisode, qu'ils vont pas se foirer. De toute façon, on verra ça vendredi matin pour en discuter. Voilà, et pourquoi ne pas rajouter Talion, tant qu'on y est. Hein. Hadar à côté Skrillex quand même. Ouais. Donc bref, je sais pas combien de temps a duré cette analyse de l'épisode. Je crois qu'on est parti à mon avis sur 1 heure. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. La saison 2 arrivera dans 2 ans, en 2024, apparemment. Normalement pour 2024. On se dit à vendredi matin pour la discussion de l'épisode 8 sans spoiler. À lundi prochain pour un dernier live analyse de la série. Et sinon à jeudi pour le conseil en terre du milieu avec Elrohir et tous les autres camarades. C'était Galethorn des Peuples d'Arda pour vous servir. Namarlier YouTube.